Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. 25 ans de réclusion criminelle pour Fabien Chérubin. Le verdict est tombé dans l'affaire Marion Génin. Nous irons à la cour d'assises de Fort-de-France dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, patouche aux 40%. Les enseignants du premier degré étaient en grève aujourd'hui. Ils protestent contre un décret gouvernemental prévoyant la suppression de ce dispositif en cas d'arrêt maladie longue durée. Ils étaient mobilisés devant le rectorat Schellcher. Nous irons à Saint-Pierre pour des fouilles archéologiques. Vous verrez que la ville d'art et d'histoire livre toujours ses trésors. Des vestiges d'avant l'éruption de 1902 ont été mis au jour. Et on prend donc tout de suite la direction de la cour d'assises de Fort-de-France pour le dénouement de l'affaire Marion Génin. Fabien Chérubin écope de 25 ans de réclusion criminelle. On retrouve sur place Ryan Anéas et Dorian Cahuela. Bonsoir Johan, et oui, vous l'avez dit, le verdict vient de tomber aux assises de Fort-de-France. Fabien Chérubin a été reconnu coupable sur l'ensemble des faits, coupable de l'enlèvement de Marion Génin au diamant, coupable de sa séquestration, coupable également des faits ayant conduit à sa mort et de vol en bande organisée. La Cour le condamne à 25 ans de réclusion criminelle avec une interdiction définitive du territoire français. Ce procès aura bien sûr été marqué par de lourds silences durant toute une semaine et peu de réponses sur le déroulé précis des faits qui n'a clairement pas été donné. La famille est toujours présente au tribunal et attendait avec impatience ce délibéré. Des débats appuyés sur les expertises, on disait, pendant 5 jours et des prises de parole très fortes de la partie civile également. Fabien Chérubin dispose désormais de 10 jours pour faire appel de cette décision. Merci beaucoup Ryan Anéas et Dorian Cahuela. Et plus tôt dans la journée, les plaidoiries et les réquisitions ont marqué cette dernière journée d'audience. Les propos des proches de Marion Génin, rapportés par l'avocate de la famille, ont suscité beaucoup d'émotions. De son côté, l'avocate générale avait requis 25 à 30 ans de réclusion criminelle. Le compte-rendu de Ryan Anéas. Dernier jour du procès Chérubin, ici au palais de justice de Fort-de-France. Ce matin, l'audience a basculé dans l'émotion et la parole de la famille de Marion Génin a été portée par leur avocate, maître De Oliveira. Une plaidoirie très forte avec des mots sur l'absence des accusés, sur l'attente interminable et bien sûr sur une douleur intacte 17 ans après la disparition de Marion. Dans la salle, les proches en larmes écoutaient avec attention. La procureure est ensuite venue dérouler son argumentaire et elle a requis une peine lourde contre Fabien Chérubin, 25 à 30 ans de réclusion criminelle. 17 ans après la disparition de Marion Génin, le récit précis de ces dernières heures n'existe toujours pas. Les expertises médico-légales ont permis de décrire l'état du corps, les traces de violence, le lieu où il a été retrouvé, mais sur le déroulé exact des faits, sur la chronologie, sur les rôles de chacun, le dossier reste marqué par des silences. À la barre, aucun des accusés n'a livré de version claire et complète, un flou qui pèse encore aujourd'hui sur la famille de la jeune femme. Ce matin, la plaidoirie de la partie civile a tenté de mettre des mots sur ce vide avec des phrases fortes. Une disparition, ce n'est pas exactement une mort. Leur douleur est intacte. Le récit de sa mort, ils le gardent pour eux. Des mots qui ont traversé la salle d'audience. Aucun des 4 hommes ne fait le récit des conditions de sa mort. Ils gardent cela pour eux comme un secret. Ils le garderont probablement toujours et on ne connaît la vérité de l'histoire qu'à partir de la médecine légale et des constatations de gendarmerie. Au fil de l'audience, une certitude s'impose pour la partie civile. Malgré les années d'enquête, malgré les confrontations, les audiences successives, la vérité complète ne sera sans doute jamais dite. L'avocate de la famille de Marion Génin dit ne plus rien attendre de la parole de l'accusé. Pour elle, le silence est devenu une stratégie et le récit de cette nuit de septembre 2008 restera verrouillé. Je pense que l'accusé garde pour lui la vérité de l'histoire et qu'il ne tiendra aucune parole sincère à ce procès. Je n'en attends plus rien. Dans la foulée de la plaidoirie de la partie civile, la procureure a déroulé son réquisitoire. Elle a rappelé la succession d'agressions violentes commises à la fin de l'été 2008, des faits qui, selon l'accusation, s'inscrivent dans l'action d'une bande organisée. Elle décrit un périple criminel, des modes opératoires récurrents et un rôle actif de Fabien Chérubin lors de plusieurs attaques.
Au terme de cette dernière journée d'audience, la cour d'assises doit désormais se retirer pour délibérer. 17 ans après les faits, la famille de Marion Jenin attend une décision. Un verdict qui arrive enfin après de longues années d'attente, de procédure et de silence. Et vous l'avez donc entendu en ouverture de cette édition, en direct de la cour d'assises de Fort-de-France, Fabien Chérubin a finalement écopé de 25 ans de réclusion criminelle. Dans le même temps, le procès des grands frères suit aussi son cours. Vous avez entendu hier les impressions de l'un des prévenus, Noël Daufour, dans notre journal de 19h. Eh bien, nous retrouvons ce soir son avocat, maître Raphaël Kempf. Il se dit confiant quant à la conclusion de l'affaire. Pour lui, tous les éléments à charge s'écroulent petit à petit. Il espère la relaxe pour son client, mais aussi pour les autres prévenus. Maître Raphaël Kempf est face à la caméra de Ryan Aneas. Je comprends son défaitisme, je comprends le pessimisme d'un homme qui a été envoyé en prison pendant 2 ans et 8 mois, dont une grande partie en France hexagonale, dans une prison perdue au milieu de la France, dans l'Allier, sans pouvoir voir ses proches, dans des conditions très difficiles. Je comprends son défaitisme, je comprends qu'il soit dégoûté par la répression absolument scandaleuse dont il a fait l'objet. Mais moi, je suis avocat, je pense que la seule issue possible dans ce dossier, c'est une relaxe. Et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout pour obtenir cette relaxe et convaincre le tribunal de cette relaxe. Ce matin, on a visionné un certain nombre de vidéos du dossier et notamment la vidéosurveillance d'une réunion soi-disant conspirative qui s'est tenue devant le Carrefour Contact à Grand-Camp. Et donc c'est assez intéressant et c'était même assez amusant, voire ridicule, de regarder dans cette salle d'audience cette vidéo parce qu'on voit de très très loin des personnes sans le son, notamment mon client, qui parle avec d'autres personnes. Et les enquêteurs, les policiers, le procureur et le juge d'instruction ont déduit de cette vidéo sur laquelle on n'entend rien, on voit juste des personnes parler ensemble, qu'elles étaient en train de fomenter une attaque contre le SPIP de la Guadeloupe et contre la concession Peugeot Automobile, ce qui est absolument ridicule. Donc chaque jour qui passe montre que ce dossier s'effiloche un peu plus chaque jour, donc c'est quand même une bonne nouvelle et c'est heureux parce qu'il faut voir comment aussi il y a une construction politique d'un dossier. Il ne faut pas oublier la logique répressive qui a présidé à la constitution de cette enquête, mise en œuvre à l'époque par le procureur de la République Desjardins de Pointe-à-Pitre, où on prend une vidéo, les policiers disent « Ah ben voilà, on voit quelqu'un donner des instructions », juste après il y a le SPIP qui brûle et on va dire « Ah oui, c'était des instructions pour brûler le SPIP », ce qui est quand même en termes de preuves absolument scandaleux. À la une aussi de l'actualité, cette mobilisation dans l'éducation nationale, comme dans plusieurs territoires ultramarins, les syndicats enseignants sont vent debout contre un décret gouvernemental. Il prévoit la réduction, voire la suppression des 40% en cas d'arrêt maladie longue durée, inadmissible pour les professionnels. Ils étaient réunis ce matin au rectorat de Terreville-Chelcher. Sandrine Claude et Edan Donatien. 40% amputés, injustice organisée. SNES, FSU, SNETA ou UNSA, ce matin devant les portes du rectorat, les syndicats enseignants sont unis pour dénoncer un décret du gouvernement. Ce dernier prévoit entre 67 et 100% de réduction de l'indexation salariale en cas de congé maladie longue durée. C'est un scandale, pendant qu'on fait payer une double peine à des collègues qui sont déjà en difficulté. Marinelli est professeure des écoles. Elle a perdu 2 de ses collègues suite à de longues maladies. 2 drames qui la poussent aujourd'hui à rappeler l'importance du maintien de la majoration de 40% en cas de congé maladie longue durée. Ce que je veux qu'on entende aujourd'hui, c'est qu'en ponctionnant une partie de nos primes, on va mettre de la précarité financière là où déjà il y a de la douleur, de l'inquiétude pour les familles et pour l'entourage. Donc heureusement qu'elle n'a pas connu ça, mais vraiment aujourd'hui je me sentais vraiment obligée de venir parce qu'en fait ça arrive plus vite, c'est un accident de la vie que ce qu'on peut penser, tout simplement. Dans un contexte déjà tendu de suppression de postes, cette mobilisation générale est aussi l'occasion de pointer du doigt certaines difficultés propres au milieu scolaire en Martinique. Nous avons des problèmes de bâti qui sont sur une majorité d'écoles. Nous avons également des nuisibles. Nous avons les sargasses, le problème des sargasses. Nous avons de la boune de sable. Nous avons énormément de difficultés, des infiltrations d'eau. Enfin voilà, on a pas mal de choses. On a aussi des pénuries d'eau sur certaines écoles qui font qu'on est obligé de fermer. Donc on demande tout simplement à avoir des conditions de travail décentes, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants et tout le personnel. Un corps professoral qui s'estime aujourd'hui lésé
et pour qui le décret annoncé par le gouvernement est celui de trop. Les syndicats de la santé, eux, avaient rendez-vous avec la direction de l'ARS hier après-midi. L'occasion de faire le point sur l'accès aux soins pour les habitants du Nord-Atlantique. En attendant la reconstruction de l'hôpital de Trinité, l'Agence régionale de santé a annoncé des mesures afin de permettre la réouverture de certains services. L'UGTM dresse un bilan en demi-teinte de cette rencontre. Son secrétaire général est joint en visioconférence par Sandrine Claude. Il n'y a pas une volonté affichée de pouvoir rendre à la population les services attendus par la réouverture de ces services qui sont quand même essentiels. Il s'agit de médecine, il s'agit de soins palliatifs, il s'agit de cardiologie, il s'agit aussi de réouvrir le bloc opératoire et les services qui sont annexés à ce bloc, à savoir toutes les interventions chirurgicales qui peuvent y avoir avec l'ophtalmologie. L'ARS s'est engagée à financer des éléments supplémentaires qui étaient déjà prévus, mais dont on ne sait pas où sont passées les finances, que ce soit pour la maternité, la rénovation de la maternité qui existait déjà en termes d'hospitalisation, mais aussi pour les consultations externes dont la deuxième tranche était prévue. La reconstruction est actuellement en cours de marché pour désigner un opérateur qui va nous faire les projets sur le terrain qui est dévolu pour la reconstruction. La reconstruction qui à l'origine devait se terminer cette année, entre parenthèses, est toujours en gestation. Et nous disons que ce qui est important, c'est de donner à la population du Nord, en tout cas aux 80 000 personnes qui sont concernées dans le Nord, les services attendus par un centre hospitalier public avec des finances publiques qui sont, pour notre part, mal utilisées, en tout cas sous-utilisées. Santé toujours, la journée mondiale de lutte contre le cancer se tiendra demain. Quelle situation chez nous en termes de dépistage mais aussi de prise en charge? On en parle tout de suite avec le directeur général du GIP Martinique Santé, Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Bonsoir Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, cette journée mondiale contre le cancer, demain, et des annonces d'ailleurs qui sont attendues de la part du président de la République. On y reviendra dans quelques instants. Avant cela, quel bilan quel état des lieux surtout pouvons-nous dresser de la situation en Martinique concernant la prise en charge cancer? C'est une prise en charge qui s'améliore. C'est vrai qu'il y a quelques années, même quelques mois encore, de 2024. On était un peu inquiet sur des questions de délai. Je rappelle quand même que le cancer, c'est quand même 1500 nouveaux cas chaque année. C'est quand même 18 000 personnes qui sont encore vivantes avec le cancer. C'est une maladie qui se chronicise, c'est-à-dire qu'on vit de beaucoup plus longtemps. Il y a des cancers, quand dans 9 cas sur 10, on peut en guérir. C'est le cas du sein, c'est le cas du côlon, c'est le cas de la prostate. Des localisations encore qui sont en surincidence par rapport au national, par rapport à la France, c'est l'estomac, c'est le cancer du col de l'utérus, c'est les myélomes multiples et la prostate bien entendu. Ce qui fait qu'on a eu quand même une année qui a permis de voir concrètement qu'on allait dans le bon sens, avec des avancées dans les parcours. Là où il y avait des délais, ça s'est nettement amélioré. Encore quelques vigilances, notamment sur les questions d'accès à la NAPAT, des questions comme ça, mais les réajustements sont vraiment francs. Et aujourd'hui, on peut dire voilà, que le travail de 2025 nous permet aujourd'hui d'être non seulement optimistes, mais de savoir que nous allons dans le bon sens. Effectivement, nous sommes de plus en plus satisfaits de la manière dont on prise en charge les patients à Martinique. On a beaucoup parlé ces dernières années du fameux cyclotron, des TEP scans, avec des avancées majeures qui étaient promises. Ces avancées sont-elles effectives ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand bouleversement positif. Souvent, on voit des choses qui se bouleversent dans le mauvais sens, mais là, on avance concrètement avec l'arrivée concrète là, qui fonctionne, ce TEP scan qui permet aujourd'hui de pouvoir réaliser des examens souvent de manière très rapprochée et d'avoir des bilans qui sont de plus en plus, performants et dans des délais qui sont compatibles avec des traitements qui sont les plus pointus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le CHU, à travers l'Institut caribéen de médecine nucléaire, fait fonctionner son cyclotron avec ses examens, TEP scan, TEP IRM. On a aussi effectivement d'autres avancées, notamment la robotique sur le cancer de la prostate. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui a pu remplir cette promesse, c'est-à-dire cette montée en compétences technologiques. Il y a encore évidemment des points d'ajustement, mais comme je vous disais tout à l'heure, les choses ont vraiment progressé.
La politique de lutte contre le cancer est évidemment une affaire martiniquaise, mais aussi plus globale, nationale, voire mondiale. La fin de la première période de stratégie décennale est arrivée là, à son terme en 2025. Il y avait certains objectifs qui avaient été affichés par le président de la République, une enveloppe qui avait été allouée de plus d'1 milliard d'euros, presque 2 milliards. Par rapport à ces objectifs, ont-ils été tenus? Avez-vous le sentiment que les moyens ont vraiment été mis en œuvre? En ce qui concerne l'outre-mer, parce que je parlerai de la Martinique, c'est vrai qu'on a pu mobiliser énormément de fonds et d'investissements. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y avait à travers le SIOM qui avait un objectif clair, à travers une mesure dite 25, réduire les délais d'accès aux soins, etc., pousser, ça prend forme. Aujourd'hui, les investissements sont là, que ce soit en radiothérapie, que ce soit au niveau, vous avez évoqué la médecine nucléaire, que ce soit au niveau des équipements lourds comme l'accès à l'imagerie de coupe, mais aussi à d'autres technologies, ça s'est vu. Maintenant, il faut aussi continuer à avancer et je pense que là où on aura peut-être à travailler, c'est poursuivre l'accès aux droits, c'est-à-dire vraiment à amener la population à des diagnostics beaucoup plus précoces et ne pas attendre, et là c'est une question de société aussi, ramener la population à consulter et à être plus précocement au rendez-vous du dépistage et aussi de diagnostic. Et puis il y a aussi la recherche clinique où on n'est encore pas très bon et il faut aussi améliorer nos taux et de réponse à la recherche clinique. Et ce sont donc vos attentes, j'imagine, par rapport à la feuille de route qui sera annoncée demain par le président de la République? Oui, c'est nos attentes aussi. Je pense qu'on a contribué en tout cas à l'évaluation de ce qui s'est passé en 2025. On a été force de proposition pour de nouveaux élans. Je crois qu'aujourd'hui, les cancers, de manière générale, se guérissent de plus en plus et tendent à devenir une maladie chronique. La médecine, la science avance beaucoup. Là où on n'avait pas de solution, on en a de plus en plus. Je pense qu'il y a des défis, des perspectives, mais je crois vraiment une chose, que c'est ensemble qu'on y arrivera et je crois que c'est le message que nous portons, que ce soit au niveau de l'Agence régionale de santé, du GIP Martinique Santé ou encore de l'ensemble des acteurs, c'est vraiment ce consortium pour pouvoir continuer à avancer et faire reculer le cancer. Alors Guy Albert Ruffin-Duhamel, une dernière question rapidement, vous l'avez évoqué, le GIP Martinique Santé, c'est peut-être une question de sémantique finalement, mais on vous connaissait en tant que directeur du GIP PROM, plateforme régionale d'oncologie Martinique. Aujourd'hui c'est le GIP Martinique Santé. Pourquoi ce changement? Quelle est la différence? C'est une simple évolution. Je pense qu'aujourd'hui, le périmètre, d'action concret auprès dans le terrain, de manière tactique, auprès des acteurs, se porte de manière plus globale et n'inclut pas uniquement le cancer. Mais rassurez-vous, dans le GIP Martinique Santé, on retrouve la plateforme de cancérologie qui prendra d'ailleurs un nouveau nom, qui sera Onco Martinique, et dont je demeure quand même le directeur général. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Rendez-vous demain donc pour la journée mondiale de lutte contre le cancer et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. La Martinique est placée en vigilance orange pour vague submersion. Une houle énergétique de nord-ouest affecte le littoral caraïbe de Grand-Rivière au sud des Anses d'Arlet. La plus grande vigilance est donc de mise pour les baigneurs, les plaisanciers, mais aussi les professionnels de la mer. Dans ces conditions, impossible pour les marins-pêcheurs, par exemple, de sortir leurs embarcations en toute sécurité. Dorian Cayuela en a rencontré quelques-uns. Pour la houle, on va emmener certains pêcheurs, on va emmener les bateaux à casse-pilote parce que c'est plus sûr. Bon, on vole à Saint-Pierre, mais on ne sait pas avec, comme les anciens disaient, avec la lune, quand ça va se lever, la mer se lève aussi. Donc les dispositions, c'est casse-pilote pour nous. Oui, c'est peut-être un manque à gagner. De toute façon, quand ton bateau ne sort pas, c'est un manque à gagner. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, on est obligé de protéger le bateau, protéger le matériel au lieu d'aller à la pêche. Hein. Quand on est au Caraïbes, il n'y a pas de disposition. Donc, on est obligé de monter à casse-pilote puisque c'est un port qui abrite les bateaux. Et puis, c'est pour ça que je suis parti. Ah ouais, juste l'année dernière, on a perdu 2 bateaux. Les collègues marins pêcheurs ont perdu 2-3 bateaux à cause de la houle l'année dernière. Et quelques bateaux se sont échoués sur le quai. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est vigilant. Et on reste dans le nord de l'île. Des fouilles archéologiques se tiennent actuellement dans le quartier du Mouillage à Saint-Pierre. Alors qu'un projet d'aménagement doit voir le jour, des vestiges remontant au XVIIe siècle jusqu'à l'éruption de 1902 ont été découverts. Le reportage de Dorian Cayuela et Julien Mongin. À Saint-Pierre, les archéologues sont à pied d'œuvre dans le cadre d'un chantier d'archéologie préventive. La responsable d'opération veille au bon déroulement des travaux.
Un chantier de fouilles archéologiques qui se passe juste à côté de la cathédrale de Saint-Pierre, sur un terrain privé, qui va faire l'objet d'un aménagement. Les services de l'État ont prescrit une fouille, une opération de fouille archéologique, sachant que le quartier est très très riche en vestiges archéologiques de la période précolombienne et moderne et contemporaine. On intervient depuis le début du mois de décembre et on continuera jusqu'à la mi-mars. Jean-Jacques, lui, maîtrise à la perfection la mini-pelle mécanique. Du bout des doigts, il creuse les différentes couches du sol, voyageant d'époque en époque. Je fouille et je conduis aussi la pelle mécanique, parce qu'on utilise beaucoup la mini-pelle pour faire les fouilles fines. C'est un site qui s'est très bien conservé. Et là, on a vraiment un chantier en urbain digne de ce nom. Et voilà, on se régale. C'est dense, mais c'est très intéressant et c'est très encourageant. Les vestiges permettent notamment d'étudier des traces d'occupation amérindienne plus anciennes. L'État a lancé ce chantier d'envergure. Étudier tous les projets d'aménagement sur le territoire de la Martinique et de voir si ces projets vont impacter le patrimoine archéologique en sous-sol ou voire même en élévation. Et donc, nous recevons les permis de construire, les permis d'aménagement et nous regardons avec des outils comme la carte archéologique, tous les renseignements qu'on a pu avoir, qu'on a sur le territoire, si oui ou non va y avoir un impact. Une journée porte ouverte est organisée le samedi 7 février, l'occasion pour les plus curieux de découvrir ce métier. Nous évoquions la catastrophe de 1902. Et bien justement, c'est en prévision d'une éventuelle éruption de la montagne Pelée qu'un plan Orsec volcan a été mis en place. Dans ce cadre, 12 communes du Nord sont jumelées à 12 communes du Sud. Samedi dernier, un exercice d'évacuation a été organisé entre Grand-Rivière et Rivière-Pilote. Les images d'Axel Guiteau, commentées par Loïc Régis. Avis à la population. Exercice, exercice, exercice. Évacuation. Plan Orsec volcan vers la ville de Rivière-Pilote. Au petit matin, la montagne Pelée rentre en éruption. Il faut évacuer la ville de Grand-Rivière. C'est le scénario catastrophe qui sert de décor à un exercice dans le cadre du plan Orsec volcan. Une manœuvre d'envergure qui permet de tester tous les dispositifs et notamment la prise en charge des habitants. L'organisation était très bien. On a le départ en bateau, en bus, très bien passé. L'organisation était très bien. Oui, nous sommes prêts. C'est un petit peu loin, mais on est prêts. Hein? Effectivement, nous avons eu de bons retours. C'est vrai que pour l'organisation, c'était une organisation, je dirais, si je peux appeler ça monstre, quoi, puisque bon, il fallait que tous les services soient en relation directe. On était obligé d'échanger avec le COSAC sur nos différentes positions. Et puis alors, la population a vraiment adhéré à cet exercice. La simulation mobilise la population, les secours, les élus, ainsi que les partenaires institutionnels. Près de 100 personnes sont évacuées par voie terrestre et maritime vers Rivière-Pilote, ville d'accueil des sinistrés en cas de catastrophe. Nous avons choisi deux modèles, modèle par la route et par la mer, et les deux ont montré leurs points forts et leurs points faibles. Donc maintenant, à nous de pouvoir mettre en application les corrections pour pouvoir accueillir de manière satisfaisante les gens de Grand-Rivière. Je dirais simplement que les bonnes choses, je les retiens, mais les mauvaises choses, les remarques qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire améliorer cet exercice, c'est ça ma caritaine, et que prochain exercice qui est mieux fait, et puis bon, Kenny puisse participer peut-être. Des entraînements qui paraissent indispensables selon les organisateurs afin d'allier théorie et pratique et de développer des réflexes pour faire face à une catastrophe d'envergure. Un mot de sport avec ce match de la 12e journée du championnat féminin de volley-ball. Dans la poule B, l'entente FEP Monésy-Éclair recevait son dauphin, le RC Arlésien. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. L'entente s'impose sur le score de 3-7 à 2. Récit du match, Karel Chassol et Marc Michel. C'est un véritable chassé-croisé que les spectateurs ont eu droit lors du premier set de cette rencontre au sommet entre l'entente FEP Monésy-Éclair et le RC Arlésien. Et la décision se fait en fin de set. Les Monésiennes le remportent 25-21.
Après un premier set équilibré, le deuxième l'est tout autant. Mais cette fois, ce sont les Arlésiennes qui parviennent à se détacher pour se l'offrir 25-23. La physionomie de la partie ne change pas, les deux formations se rendent coup pour coup. Et si l'entente FEP Monizzi remporte le troisième set 25-18, le quatrième revient au RC Arlésien sur le score de 25-15. À 2-7 partout, il faut disputer une cinquième manche. La victoire choisit son camp en toute fin de partie. Les protégés d'Arthur Godet se détachent et s'offrent le cinquième set 18-16 et le match 3-2. C'est un match qui se bat jusqu'au bout avec beaucoup de montées et de descentes dans le niveau au fil du match. On arrive finalement à s'imposer alors qu'on est mené dans le tie-break plusieurs fois, mais force de caractère qui commence à sortir du groupe et on arrive à aller le chercher au bout du bout, comme on dit. On a fait des fautes sous la pression, il nous a manqué un peu de service, on a fait beaucoup de fautes là-dessus. Après, l'équipe est très belle, comme à l'aller, donc ça aurait pu être d'un côté comme de l'autre. C'est des matchs qu'on aime faire. Hein. Toujours dans la poule B, l'Espoir et le CTPVB se sont imposés sur le même score, 3-7-0. Au classement, l'entente FEP Monizzi Éclair conforte sa place de leader devant l'Espoir, le RC Arlésien et le CTPVB. Dans la poule A, le Good Luck et le Rayon se sont imposés respectivement aux dépens du VB Pilotin et du MUC. Au classement, le Rayon mène la danse devant l'Empire et le Good Luck. Chez les hommes, à l'occasion de la 13e journée du championnat, Team Pulse recevait le Rayon, des Ansois qui ont rapidement donné le ton de la partie et en dépit de belles réactions des protégés de Vanessa Bélisaire, le Rayon aligne les points et remporte logiquement le match sur le score de 3-7-0. Victoire aussi du MUC 3-1 face au Good Luck et l'opposition entre le RC Arlésien et l'Empire est reportée au 11 février prochain. Au classement, le MUC est leader avec 5 points d'avance sur le RC Arlésien et 6 sur le Rayon et le RC Rivière-Pilote. Un classement quelque peu tronqué, certaines formations ayant jusqu'à 2 matchs en retard. Retour en Martinique, comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang devant le Carrefour Market La Fricheur au Gros Morne de 8h à 13h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce mardi 3 février. Fabien Chérubin écope de 25 ans de réclusion criminelle. Le procès aux assises du ressortissant Saint-Lucien s'est achevé ce soir. Il était poursuivi pour le meurtre de Marion Genin en 2008. Et puis, dans l'actualité nationale, Marine Le Pen devrait être fixée sur son sort d'ici cet été. La chef de file du RN comparaissait devant la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du parti. Le parquet général requiert une peine d'inéligibilité de 5 ans. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Ce soir, retrouvez à 20h Angle de vue. Marie Tricot reçoit Guy Vadeleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.